Mesdames et messieurs, bonsoir. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous faisiez quoi en 2000 ? J'étais pas né. Voilà, j'adore. Quoi Ah ouais ? Tu veux plus me prêter ? T'es sûr que tu veux que je fasse défaut ? Ce n'est pas l'idée qui sauve, c'est la capacité à respirer plus longtemps que les autres, à s'alléger très vite et à donner de la valeur immédiate à ton client. Messieurs, comment ça va ? Ça va très bien, Ça et va. toi, Romain ? Nouvel épisode. Ouais. J'ai préparé au fur et à mesure là de l'été des petites anecdotes sur des moments où des très grandes entreprises ou grands entrepreneurs auraient pu tout perdre. Ok, ça me Ouais. plaît, ça me plaît. Au bord du gouffre. Et je me suis dit, on peut un peu s'en inspirer. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. on Si on n'hésitera peut pas. aussi nous se C'est dire, très bien, ça va toi, Henri ? tu vois, Ça va de fou, mec. Ouais, Je suis super. grave je veux, content. ce que je veux, Il y c'est a un que bruit dans Et en mes fait, oreilles, ouais, je sais pas ce que c'est, mais... J'entends ouais. quelqu'un parler. humblement, les gars, j'ai envie qu'on se mette à la Humblement. place. À la place. Humblement. Humblement, parce que j'ai envie qu'on se mette à la place, parfois, de grands entrepreneurs à des échelles de multinationales qu'on ne connaît pas, mais en se disant, Enfin, tiens, Henri, par est-ce que, Henri, Henri, évidemment, oui, est une quand même. multinationale à lui tout Bien seul. sûr. Est-ce qu'on aurait pris ce risque-là? Qu'est-ce qu'on aurait fait ou pas à leur place? Juste, il a son compteur d'abonnés sur son... Ah ouais? On l'a Ah bah, si vous nous suivez sur YouTube maintenant qu'il y a la vidéo, bienvenue en podcast. Si vous avez malade. YouTube, évidemment, si vous avez YouTube, si vous n'êtes pas dans une grotte et que vous savez ouvrir YouTube, vous pouvez nous voir en vidéo. Je vais vous raconter. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Ah, tu viens de gagner un abonné. Eh, Les gars, c'est sérieux là. On va parler du jour où Amazon aurait pu mourir. Il y a une date Waouh. où Amazon n'aurait pu jamais exister. Ah, vraiment? C'est finalement. au début ou c'est déjà quand... Ça avait déjà bien raconter grossi. son histoire, enfin. Je me pose des questions. Ils étaient déjà à un stade très avancé. Il y a des gros crashs qui sont survenus dans l'économie mondiale et on va en reparler et qui auraient pu emmener Amazon complètement au tapis. On commence le 10 mars 2000. Vous faisiez quoi en 2000? J'étais pas né. Voilà, j'adore. je voulais ça. Quoi Attends, quoi Bah oui, T'es bah né oui. En 2001. bah En oui. 2001. C'est une catastrophe, Henri, je sais. 2001 de quel mois déjà Oups. Ça va. Je pense que du coup, on va perdre Ça va. Paul dans cet épisode parce qu'il y a des choses qui se passent entre 1999 et 2000 Ah bon? avec Amazon. Je Et savais on pas. va parler en plus de ça un peu de finance et un peu de bourse. Oh, Alors, je voilà, pense c'est que fini. il va faire une sieste, en fait. Paul. Je vais faire une petite pause, tiens, je vais boire de l'eau. Moi, en 2000, je parlais avec Virginie de notre PEA. Le jour où Amazon aurait pu mourir, le 10 mars 2000, le Nasdaq est au sommet. 5048 points. 2 ans plus tard, en 2002, il aura perdu 78% de sa valeur. Le Nasdaq, c'est l'indice boursier aux États-Unis qui regroupe les plus grosses entreprises américaines. Donc, si lui, il perd de sa valeur, c'est que c'est la merde dans le pays, en gros. Mais il perd pas un petit peu, il perd 78%. C'est un bain de sang. L'action Amazon, elle, chute encore plus fort. Moins 86% en une seule année. Je te laisse imaginer si t'en avais pour 100 balles. Combien tu perds? Jeff Bezos l'écrit noir sur blanc à ses actionnaires. Je vous remettrai le lien, j'ai retrouvé exactement la lettre que Jeff Bezos a écrit. Parce qu'à l'époque, il était PDG d'Amazon. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je sais pas si les gens le savent, mais il a toujours des actions Amazon, mais il n'est plus président, directeur général, CEO, en anglais. Il écrit ça. Nos actions sont en baisse de plus de 80% depuis ma dernière lettre. Et c'est le moment précis où Amazon aurait pu mourir ou alors devenir Amazon. La suite, vous la connaissez. Donc, on va s'attaquer là un peu en détail à qu'est-ce qui aurait pu emmener Amazon à une chute totale. Aujourd'hui, on connaît Amazon et c'est une réussite internationale. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais en mai 1999, c'était pas le cas. Mais en mai 1999, c'était pas le cas puisque le magazine Barron's, qui claque un titre qui est devenu célèbre, Amazon.bombe. C'est le titre. Imaginez quand ça sort sur votre entreprise, ça doit être quelque chose. Quelques mois plus tard, Ravi Surya, qui est analyste chez Lehman Brothers, écrit un rapport assassin. Amazon va manquer de cash dans l'année. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une entreprise cotée en bourse et qu'on en parle de cette manière-là? Tout le monde Évidemment, tu l'emmènes encore plus Ouais, c'est ça. dans le gouffre. Donc, il y a une conséquence directe. Le cours de l'action Amazon plonge de 20% en une seule séance. Mais ce n'est pas tout. Les obligations Amazon sont massacrées. Alors, je vais vous expliquer simplement. C'est quoi des obligations Amazon et comment ça se passe? En janvier 1999, Amazon avait levé de l'argent, pour faire toujours plus de choses, investir, faire grossir la boîte. 1,25 milliard de dollars avec des obligations convertibles à 4,75%. Alors, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Normalement, un investisseur qui met 100 dollars, du coup, dans ce pari, c'est un pari que tu fais, eh bien, ça te rapporte 4,75 dollars par an. C'est comme ça que Amazon paye le cash dont ils ont besoin. Ils font un prêt. C'est ce qu'on appelle une obligation.
Mais en 2000-2001, le prix de ces obligations s'effondre à 35 $. Donc qu'est-ce qui se passe? Le résultat, les mêmes 4,75 $ de coupons que tu pouvais toucher chaque année, sur un prix d'achat de 35 $, ça représente à peu près 13,6% de rendement réel pour l'investisseur. Bah oui, puisque ça a complètement chuté. Donc tu dois me payer, moi, toujours ce dans quoi tu t'es engagé, mais vu que ça a chuté, pour Amazon, ça représente 13,6% de coût. Donc cet argent explose et flambe. Alors ce que ça dit, que Wall Street pense que le défaut de Amazon est possible. Est-ce qu'Amazon va se cracher? Parce qu'à un moment donné, quand tu peux plus payer ce pourquoi tu t'es engagé dans ces obligations-là, ça t'emmène à un crash. Donc les agences de notation à ce moment-là classent la dette Amazon en junk bond, CCC, CAA, autrement dit très spéculatif, proche de la faillite. Il faut voir aussi que ça a un impact, ça que les gens imaginent pas, c'est que donc les gens qui investissent dans de la dette en général, c'est sur un portefeuille un peu safe, tu vois, si tu veux être sûr d'avoir ton rendement, machin et tout. Et il y a certains types d'investisseurs, notamment institutionnels, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le droit dans leur statut d'investir dans des boîtes qui sont junk, tu vois, ou en dessous d'une certaine note, quoi. C'est comme les pays, tu sais, on dit la France a perdu son A, son machin, son truc. En fait, ça veut dire qu'il y a un moment donné, il y a des gens qui ne peuvent plus s'engager, tu vois. Donc, je serais très curieux de voir comment est-ce qu'ils ont géré cette situation où Amazon passe de correct à genre plus la merde et là qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et ce qui peut se passer, pardon, vas-y, Pardon, Paul. juste là, t'es sur le Oui, on mettra dans la post-production puisqu'on a la version vidéo maintenant. Je suis sur le graphe du coup d'Amazon. Là, le prix de l'action était à combien du coup? Du coup, en janvier 99, c'est ça, quand ils font la dette? Exactement. Alors janvier 99, ils sont au top à 4,58 $. Et la fin de la chute, c'est le 21 mars 2001 à 58 centimes. 58 centimes. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, ils sont à 229 $. Ok. Alors, c'est aussi pour ça, attends, je voulais pas interrompre tout le temps, mais il y a aussi un truc, c'est que faut se rendre compte que les crashs boursiers ou les crashs d'actions comme ça fait souvent, c'est un marronnier médiatique parce que ça fait des gros titres, tu vois, genre, Amazon a perdu 20%, c'est beaucoup de pourcents, tu vois. Mais en vrai, Tu imites bien la presse. mais c'est un gros chiffre. Mais La plupart des top 50 des boîtes aujourd'hui cotées en bourse, si tu regardes depuis leur introduction en bourse, elles ont fait plus de 4000%. en fait, c'est ça. Donc en fait, quand tu regardes sur 30 ans, c'est ridicule. En fait, moins ce genre de crash, ça inquiète les gens que ça devrait pas inquiéter. C'est super bizarre et c'est un prisme médiatique. Quand il y a des crashs boursiers, ça inquiète les gens du quotidien qui investissent un peu de manière passive. En mode, oh mon dieu, ils ont dit à la télé que ça avait été très très bas. Mais en vrai, les gens que ça emmerde, c'est les traders intraday. Exactement. C'est les gens qui jouent les swings comme ça dans une journée de bourse. Mais en vrai de vrai, si t'es dans le marché pendant 5, 10, 15, 20 ans, même la crise de 2008, t'en as rien à foutre. Elle a été résorbée en, je sais pas, un an et demi, tu vois. Enfin, c'est pas du tout inquiétant, quoi. Quand on est dans cette situation, on a besoin d'oxygène. L'oxygène pour une boîte, c'est du temps. Et pour acheter du temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est beau, ça. On lève encore plus. Parce qu'elle dire, Donc, janvier 1999, Amazon émet 1,25 milliard de dollars. C'est 2,5 fois plus que ce qu'elle voulait lever de base. Février 2000, deuxième bouée. 690 millions d'euros, mais cette fois en euros, et donc à 6,9% d'intérêt. Donc pour une mise en perspective, en un an, le coût de la dette grimpe de plus de 45%, de 4,75 à 6,9%. Wall Street ne croit plus du tout en Bezos, mais il prend quand même l'argent. Grâce à ça, fin 2000, Amazon affiche 1,1 milliard de dollars de cash contre 706 millions un an plus tôt. Une hausse de plus de 56% de son matelas de liquidité, alors que toutes les dot-com autour d'elle s'asphyxient. Imagine, Paul, t'es CEO à ce moment-là, tu paies du coup de plus en plus cher ta dette, mais tu gagnes du temps. Tu signes? Ouais, je pense. Si tu crois vraiment en ton projet et que tu sais qu'il va changer le monde dans les années à venir, ouais. C'est chaud parce que Mais quand même, faut être convaincu. Faut être vraiment convaincu. C'est un peu comme, pour moi, c'est un peu comme quand t'es au casino et que tu te dis, bon, je viens de perdre 100, mais si je remets 100, peut-être que je me refais. Tu vois, c'est un peu chaud vraiment, quand même. Parce que là, encore une fois, tu crois en ton entreprise, tu sais ce qu'elle vaut et ce qu'elle pourrait valoir plus tard. Donc là, c'est plus une conviction qu'un jeu de casino, je trouve. Il y a une phrase, moi, que j'aime bien et qui marche bien dans ce contexte, c'est quand t'es endetté de 10 000 balles, c'est un très gros problème pour toi. Ouais. Quand t'es endetté de 100 millions, c'est un très gros problème pour la banque. Et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il en était de telle façon à un point où il savait où il voulait aller et c'est autant un problème pour lui de faire défaut que pour les gens qui lui ont prêté. Donc il y a un espèce de poker menteur comme ça où t'es comme ça, genre, ah ouais, tu veux plus me prêter? T'es sûr que tu veux que je fasse défaut? T'es sûr, tu vois? Et il a joué le poker, quoi, ce qui est pas con. Et puis, il faut remettre aussi peut-être un peu de risque familial pour le contexte.
Vous savez qui a acheté pour 245 580 $ d'actions en 1995 Warren Buffett. d'Amazon? Non. Non. Bah sa mère. Oh putain. Oh là là. T'imagines la pression. Oh la pression. Tu te dis, putain, quand t'as emmené ta mère là-dedans, Ouais. et que c'est peut-être les économies aussi, Bah ouais, de la aussi, la famille et tout, famille, c'est d'une très vie. compliqué. Donc, Ouais. quand la pente se remonte petit à petit, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la deuxième étape? En janvier 2001, eh bien, il faut prendre une décision brutale, et Jeff Bezos la prend, 1300 licenciements, soit 15% des effectifs. Fermeture d'un centre logistique en Géorgie et d'un service client à Seattle. Mais il promet publiquement qu'ils seront rentables au 4e trimestre 2001. On est en janvier. C'est-à-dire que le gars, vraiment, il y a très peu de fondateurs qui annoncent à l'avance un retour au profit. C'est complètement fou. C'est presque de la manipulation de marché. Surtout, en pleine tempête, c'est un pari ultra risqué. Est-ce que, avec ce contexte-là, quand tu vois la chute vertigineuse, quand tu vois les licenciements, vous auriez été capable de prendre une telle annonce publique? Genre, Encore tu une dis, fois, faut y croire, hein. Vraiment. Faut être ultra convaincu. je pense mais- qu'il y a des gens quand même qui sont hors normes. Pour Moi, faire je ça, pense- je trouve ouais, ça là, ouais. fou. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il a manifesté le réel. Je suis même pas sûr qu'il savait que ça allait se passer comme ça, parce que j'ai le graphe sous les yeux, on peut le mettre encore, et c'est effectivement le moment où ça se met à remonter, c'est le 4e trimestre. Et je pense qu'il était à un point où, de toute façon, paumé pour paumer, je vais juste être ultra sûr de moi et nique sa mère, quoi. Donc c'est pas du courage. C'est quoi? C'est Si, je trouve que c'est du courage. De l'audace, du courage, tout ça mélangé, quoi. Et une conviction forte, je pense. Un peu de folie. Parce que même si on y croit, enfin tu vois, demain, tu Un peu saurais dire, toi Henri, quelle date tu veux 1 million d'abonnés sur YouTube? Aujourd'hui, à peu près, mais parce que je suis plus très loin. Alors vas-y. Euh... Comme ça, tu prends un engagement Allez. public. Regarde la caméra, s'il te plaît. Oh, vous êtes des bâtards. Le petit point rouge. Je pense au plus tard décembre 2027. Tu peux me faire la même phrase que Jeff Bezos. Nous serons Voilà. à 1 million d'abonnés sur YouTube. La chaîne YouTube Hardisk sera au million d'abonnés sur YouTube au plus tard en décembre 2027. Ah, j'adore. Ok. J'aime bien, Mais j'aime bien ces engagements. Honnêtement, au point où j'en suis, je suis très content, hein, mais je prends moins de risques qu'il y a Oui, là, 1 ou 2 ans. C'est comme si là, tu perdais des abonnés en Ouais. constance. Ouais, et- je prends moins de risques. Ouais. tu vois, genre. Là, tu gagnes des abonnés en ce moment. Ouais. Donc, ouais. Genre moi, il y a 3 ans. Mais oui, mais justement, t'as vécu une aventure que Ah tu ouais, pourras putain. raconter un jour, j'espère. Ah putain, c'était pas évident. Parce que t'en es sorti, du coup. C'est ça qui est Ouais, cool. c'était il y a presque un peu plus de 2 ans. Je recrute de nouvelles têtes. Et là, je me dis, il faut vraiment que ça soit des têtes qui soient 10 fois meilleures que moi. Et puis, je vais cramer du cash, le dernier cash qui reste pour passer une étape. C'était pas le but de se dire, il faut maintenir la chaîne YouTube. Elle était là, ça allait et tout. C'était pas non plus horrible. J'avais pas aucun bad buzz, rien, pas de problème, tu vois. Mais à un moment, quand t'as des tournants comme ça, on pourra en parler. 2 millions d'abonnés bientôt, alors. Oh, sur le rythme actuel, je pense que ça va être un peu long. Je suis plus en recherche d'abonnés, je suis en recherche pour le coup d'une audience constante sur les contenus qu'on fait. Donc ça me plairait plus d'avoir 150-200 000 vues par vidéo plutôt que 4 millions d'abonnés. J'en ferai plus quelque chose, je pense, de bien. Ouais. Parce qu'à la fin, ce que j'ai envie, c'est de véhiculer aussi des prises de conscience, des questions sur la techno qui nous entoure, sur les coulisses aussi de ces technologies, comment ça Et se ressent en chiffres. Enfin, j'ai envie que les gens les apprennent. abonnés, quand t'as Oui. un contenu qui fonctionne bien, ça vient avec le temps un peu tout seul. Le fait d'avoir toujours le même nombre de gens qui regardent tes vidéos, c'est vraiment le mur du réel que Ouais. tu te prends en pleine gueule à chaque upload. C'est ouf. Parce que si ce que t'as fait c'est pas bien, ça Exactement. va pas marcher. Exactement. C'est- On arrive au pari de la discipline pour Jeff Bezos, fin 2001. Les chiffres tombent. 4e trimestre, plus de 15 millions de dollars de bénéfices d'exploitation. 1 an plus tôt, c'est fort. moins 322 millions. En 1 an, un swing de 337 millions de dollars. Mais c'est pas tout. En termes de clients, plus de 5 millions de nouveaux clients en 1 an. Wow. Ils sont passés de 20 à 25 millions de clients. Chiffre d'affaires en 2001, 3,12 milliards de dollars, en hausse de 13%, à comparer au Nasdaq qui, en 2000, avait perdu moins 39%. Donc tu compares juste la remontada d'Amazon, elle est folle. Et à l'international, ils augmentent de plus de 74%. Donc désormais, près d'un quart des ventes sont faites hors des États-Unis. Ouais, c'est Donc fort. ils arrivent en plus de ça à s'étendre. Belle année. C'est incroyable. Donc pendant que le marché tech s'effondre, Amazon grandit. On parle beaucoup de storytelling chez Amazon. Là, c'est au-delà. C'est les chiffres qui parlent.
à quel moment on aurait pu se dire qu'ils allaient survivre, à quel moment on peut se dire que... Parce qu'à un moment, il y a du delivery. Ce qui est fou avec Amazon, c'est qu'ils ne vendent pas juste un SaaS. Ils impriment pas juste un pixel en plus pour te le vendre. Donc, il faut que tout suive. Et en fait, c'est ouf. Mais moi, j'ai toujours du mal à imaginer, surtout à ces échelles-là, que tu aies les centres de logistique qui ouvrent, qu'il y ait des gens qui soient formés sur le terrain, qui n'avaient jamais travaillé pour Amazon, mais qui doivent être formés en un temps record pour propager. Exactement. C'est quand même un cercle assez énorme en tant qu'industriel, quoi. Ouais, moi il y a un truc. Bon, la façon dont je vais le dire va faire petit connard égocentré, donc je suis navré. C'est d'avance. pour ça qu'on t'aime. Mais non, attends, je suis pas souvent comme ça. Mais en vrai, tu sais, on dit souvent que les marchés sont efficaces, machin et tout nana. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'investisseurs, même institutionnels, que je trouve d'un manque d'imagination, mais flagrant quoi. Alors je connais pas quels étaient les fondamentaux d'Amazon à cette époque, tu vois. Est-ce qu'on voyait leur plan d'expansion, est-ce que ça paraissait réaliste et tout, mais ma petite expérience personnelle de comptoir, tu vois, j'ai souvent été investisseur dans des produits auxquels pas beaucoup de gens croyaient, à part des petites communautés de gens qui étaient autour de ces produits-là. Je m'en suis plutôt bien sorti et je trouve que il y a une espèce d'hyper focus sur l'immédiat, sur il y a plus de cash, c'est vraiment très mal. Oui, d'accord, mais s'ils arrivent à relever un bridge, ils vont peut-être pouvoir élargissez la bulle 2 secondes quoi. Enfin genre je trouve qu'il y a un gros manque d'imagination quand même. Moi, j'aime bien juste le fait d'observer dans la vie réelle. Je prends toujours l'exemple de On, la société qui veut concurrencer Nike, qui a développé, conçu ses chaussures en Suisse. Bah en fait, j'ai juste eu la prise de conscience assez simplement. C'est en voyageant aux États-Unis, j'en voyais de plus en plus. Et puis j'ai essayé de regarder quel type de personne achetait du On. Et j'ai vu, comme par hasard, un type de personne plutôt aisé, plutôt avec des codes un peu luxe. Donc très vite, je me suis dit, c'était il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, je me suis dit, bon, tiens, s'il y a peut-être une marque qui va continuer de collaborer dans le luxe pour mêler le streetwear au luxe, ça peut être On. Alors que t'as des fonds d'invest ou des family office qui vont peut-être se dire genre je regarde les comptes de la boîte, ils sont pas très bien. Mais t'es là genre mais oui, mais en fait bah 1 an et demi après ils annoncent collab avec LVMH, WB. Ah ouais. Tiens, voilà, et en fait juste t'as observé quoi. Et j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc de ouf. Après évidemment tu vas regarder un peu quand même la boîte, il y a pas des gros problèmes, des trucs et tout ça. Tu vois que Roger Federer est rentré au capital, tu vois, il y a des choses, il y a des signes positifs, tu vois. Mais juste ouvrez les yeux, à un moment donné la bourse ne reflète que l'instant ce qui se passe dans la vie réelle à l'instant T. Ouais. C'est tout. Et c'est un sentiment. La bourse ne reflète jamais une réalité, elle reflète un sentiment. Une action en bourse peut valoir que dalle alors que la boîte est incroyable et qu'elle a des super comptes, juste parce que les gens la détestent. Mais ça ne veut pas dire que la boîte, je prends des grosses boîtes en armement, elles sont détestées, pour autant je peux t'assurer que tu regardes les chiffres, ils sont incroyables. Et à l'inverse, t'as des boîtes survalorisées, complètement démentielles, qui pour autant aujourd'hui ne font pas de super bons résultats. C'est juste que les gens sont en hype de ouf. Je te laisse imaginer demain une introduction en bourse d'OpenAI. J'ai pas de doute. Ça va exploser. Ouais. Pour autant, est-ce que la boîte sera autant rentable que Visa ou Mastercard d'un point de vue, tu vois, sur les 30 prochaines années? Bah non, j'ai quand même plus confiance peut-être en Visa ou Mastercard sur les 30 prochaines années. Pour s'ils sont rentables aujourd'hui. Je suis pas sûr. Hein. J'ai pas l'info. Je pense qu'ils ont des amortissements de la taille de. Je sais que pour l'instant, le coût des serveurs est toujours beaucoup trop important par rapport à la réalité. L'entraînement de GPT, il le paye encore, je pense. Je crois que la RR était de 1 milliard juste avec les abonnements payants de ChatGPT. Que ce soit assez. Mais oui, ça doit pas être assez. Première étape pour Jeff Bezos. On est dans la merde, on a de la dette qui augmente, bon, on en fait encore plus. Ouais. Deuxième étape, comme ça, on s'achète du temps. Avec le temps, on consolide, on construit. Deuxième étape, du coup, on licencie tout ce dont on n'a pas besoin sur l'instant T pour augmenter nos résultats. Quitte à les réembaucher plus tard, quitte à réouvrir ces centres plus tard. Instant 3, pour que tout fonctionne, l'obsession client. Comment est-ce qu'on fait pour que le client devienne un abonné récurrent et n'ait plus envie de commander ailleurs que sur Amazon? Ça oui. Début 2002, Amazon lance Super Saver Shipping, la livraison gratuite au-delà de $99. Oh, ça s'appelait comme ça, ok. T'étais tout juste né, mais nous on l'a connu. Pour le coup, aux États-Unis, c'était ça. C'est à partir de $99, t'avais ta livraison gratuite. Et surtout, ça arrive dans un contexte où l'achat sur Internet, je sais pas s'il y a des vieux par ici, bonjour à vous, c'était une merde. Ah, c'était stressant. Mais c'était tu te disais, t'envoies de l'argent, t'es pas sûr d'avoir le produit. Il y avait ah non, t'avais pas. Il y avait pas de livraison gratuite. Non. À l'époque. Et surtout, tu passais par eBay avec des sombres vendeurs étranges. Et parfois, il n'y avait pas de livraison. Hein. T'achetais ton produit en ligne et il était dans un centre ou dans un distributeur.
Les tout premiers trucs au départ, c'était genre des grands distributeurs qui te disaient tu précommandes ton produit, j'en sais rien, Toys R Us sur Amazon, mais tu vas dans une boutique Toys R Us, tu vas le récupérer. chercher. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu vois, t'avais ça aussi. Donc là, c'est un vrai sacrifice de marge. Ok, mais Bezos voit plus loin. C'est une arme pour demain. Je sais pas à quel moment on est autant visionnaire que ça. T'es en 2002, mon gars. C'est exceptionnel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force d'Amazon? C'est qu'avec Amazon Prime, t'as toutes tes livraisons, tu te prends pas la tête. La rapidité de livraison. Exactement. Le SAV. C'est ça, l'efficacité de C'est-à-dire que je n'ai aucune angoisse à commander sur Amazon comme ça, parce que genre si j'ai le moins de problèmes, ils m'ont toujours réglé tous mes problèmes. Ce tout petit détail logistique, en fait, c'est la réalité de la première brique de ce que deviendra Amazon Prime. Et Prime, en 2025, c'est plus de 200 millions d'abonnés dans le monde. Ah ouais, Ouais. c'est énorme. Est-ce que vous êtes abonné Prime dans cette pièce? Moi, oui. Moi, oui. Bah voilà. Ben voilà. C'est ouf. Après, est-ce qu'on est représentatif je ne pense pas, C'est ouf. mais c'est impressionnant. Et je pense que leur enjeu, aujourd'hui, il est presque dans défendre toutes les fonctionnalités d'Amazon Prime, parce que la plupart des gens ne l'utilisent pas à 100%. Ouais. Des gens vont avoir un abonnement musique, alors que dans Amazon Prime, tu peux avoir Amazon Music. Des gens vont vouloir regarder un DVD ou l'acheter ailleurs, alors qu'il est déjà dispo dans Amazon Prime, dans la plateforme vidéo, Amazon Twitch Prime Video. Twitch Prime aussi. Twitch Prime aussi, le rachat avec Twitch. À voir comment ils le transforment. Je sens que c'est encore embryonnaire, c'est encore... Ça fait 15 ans que c'est embryonnaire. Ouais, c'est c'est le problème de c'est que Twitch à voir comment. Je pense que leur enjeu, c'est de le rendre avec une expérience utilisateur vraiment aussi simple qu'un Canal+ à la télé. ouais. En fait, je pense que demain, Twitch et Amazon Prime Video doivent être la même chose. Et on y est presque. Je pense que ça sera... je vois ce que tu veux dire. Ouais. Il faut que tu hésites entre, tiens, regarder tel film, regarder une chaîne télé ou regarder une chaîne Twitch. Mais parce qu'aujourd'hui, la proposition de Twitch, et vu la qualité, à mon sens, de contenu sur Twitch, il y a beaucoup de streamers qui sont avec de la qualité télé, quoi. En fait, ce qui est fatigant, c'est que c'est une plateforme qui... Bon, voilà, on change de sujet, mais c'est une plateforme qui est effectivement possédée par Amazon. Aujourd'hui, ils font de l'argent avec un produit qui s'appelle IVS et qui est sur Amazon, donc AWS. On n'a pas aussi parlé de ça, mais Amazon, ils ont aussi le plus gros hébergeur cloud du monde. Et en fait, IVS, c'est le back-end de Twitch. Donc, en gros, tout ce qui permet de diffuser de la vidéo avec un chat, machin et tout, si tu veux créer ton propre site de chat ou de vidéo, tu peux passer par IVS, qui est en fait les serveurs de Twitch, globalement, tu vois. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a même des concurrents de Twitch qui tournent sur IVS. C'est très drôle. Donc, ils font de l'argent avec ça parce qu'ils ont siphonné la technologie, ils l'ont amélioré, packagé pour AWS. Le site en lui-même, pour parler du côté économie des créateurs, c'est un site qui n'a toujours pas de modèle économique depuis quoi. Et j'ai pas l'impression qu'il y a une recherche d'un modèle économique, quoi. Il y a vaguement de la pub, mais qui est très mal payée parce que on n'arrive vraiment pas à savoir combien ça vaut, un CPM de live, tout est chimérique. Puis tout n'est pas interconnecté. Quand t'es sur Twitch, si la personne elle a un podcast, à part voir une vieille banderole en dessous, c'est pas intégré. Tu peux pas mettre sur pause Twitch et lancer le dernier podcast, par exemple, si t'as envie de l'écouter. C'est pas une seule et même application. Ouais. Si t'es en train de regarder un film, mais que d'un coup t'as une notif d'un streamer qui fait un truc et que t'as juste envie de voir l'intro de anime, par exemple, sur Twitch, souvent il fait des intros très très fun. Bah tu pourrais mettre en pause ton film parce que t'es dans la même expérience utilisateur. Ouais, et ce que j'allais dire, c'est que moi, ce qui me fout droit, alors que Amazon est souvent très bon à intégrer verticalement un peu tous les trucs ensemble, c'est qu'il n'y a pas d'intégration correcte entre Twitch et Amazon. Ça me rend dingue. C'est-à-dire que tes streamers, souvent les streamers, ils sont un peu plus geeks que la moyenne, ils ont un peu de matériel, ils ont un peu de trucs. Et pourquoi il n'y a pas un moyen de cliquer sur l'écran et de dire « Oh, son clavier, c'est quoi ?» et de l'acheter sur Amazon? Enfin, mais il y a tellement de trucs. des trucs qui sont d'une évidence. La dernière fois, je discutais avec les équipes d'Amazon pour le truc Amazon lien affilié, être partenaire Amazon. Ils ont maintenant mis à disposition depuis maintenant longtemps une sorte de boutique de e-shop. Donc, pour les influenceurs, ouais. Exactement. Ouais. T'es influenceur, tu veux mettre tes produits préférés d'Amazon, t'as ton e-shop. Je leur ai dit, mais c'est con quand on tape Romain Lannéry sur Amazon, tu vois pas mon e-shop. Bah oui. Ah ben non, parce que c'est pas un produit, mais c'est dans votre intérêt. C'est-à-dire que la personne qui va taper mon nom sur Amazon, parce que moi je leur dis, du coup, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un SEO de ouf, où je leur dis maintenant, tapez Romain Lannéry Amazon sélection sur Google. Et là, d'un coup, t'as la page qui arrive sur le e-shop. Mais c'est vrai qu'il devrait te ranker. À la place, ouais, quoi. Il devrait te ranker toi, ouais. C'est absurde. Ou en fonction des Twitchers que tu suis, bah, il peut te recommander des e-shops quand t'es sur Amazon. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est un tel mastodonte qu'il n'y a pas d'effort, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est comme si chez Influx, pour parler à Influx Prod, il fallait que tu ailles sur un autre site et que on peut pas s'appeler entre eux. Alors en fait, que influxprod.com. Aujourd'hui. Finalement. Quand même. Pour avoir une aussi belle qualité de podcast et un accompagnement de créateurs, surtout. C'est géré par des créateurs.
On se fait un petit bilan de pourquoi Amazon n'a pas coulé. Calmement. Parce qu'elle a acheté du temps avec 2 milliards de dollars de dettes convertibles. Parce qu'elle a coupé 15% de ses effectifs pour réduire la voilure. Parce qu'elle a tenu une promesse, être rentable en 1 an. Et parce qu'elle a continué à être obsédée par le client. Plus de ventes, plus d'international, même en pleine crise. Donc il y a une vraie leçon, si on peut la retenir, dans un crash, ce n'est pas l'idée qui sauve, c'est la capacité à respirer plus longtemps que les autres, à s'alléger très vite et à donner de la valeur immédiate à ton client. C'est beau. Fortiche le chauve. Hein. Amazon a survécu et le reste, c'est l'histoire qu'on connaît. Ouais. Waouh. Bravo Romain, merci pour ce sujet. C'était très Super. intéressant. Je pense que ce sujet, la façon dont tu l'as raconté, mérite qu'on s'abonne à la chaîne YouTube de Speakeasy. Bah, je pense. Ah bah ouais, ça Vous serait voulez bien qu'on que- débatte un petit peu autour des autres peut-être qui ont fail complet. Vous savez, par exemple, Toys R Us Ouais. qui a fail, c'est à cause d'Amazon. En fait, Amazon a distribué les produits de Toys R Us sur Amazon, donc Toys R Us s'est dit, bah, j'ai pas besoin de site internet. Qu'est-ce qu'ont fait les concurrents, King Jouet et autres? Ils sont arrivés avec des sites internet. Et qu'est-ce que n'avait pas Toys R Us? Sa base si. client. Ah oui, du coup, oui. Catastrophe. Donc ils ont été vraiment complètement mis à l'échec et au tapis parce que ils n'avaient pas en possession avec eux la partie clientèle. Ouais. Donc je pense que t'as plein d'histoires comme ça associées à Amazon qui sont intéressantes. Et ce que j'aime bien aussi après, c'est le changement d'attitude. Je trouve qu'en 1999-2000, tout le monde était très stressé par justement la dette, les marchés, le crash boursier avec Internet et autres. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que parce qu'on l'a vécu, on est en mode ouais, on est presque impatient qu'il y ait un prochain crash boursier. Non. Ça pour, c'est nous. Hein. Ça c'est nous. Regarde les médias grand public. Je peux t'assurer qu'à chaque fois que genre, en plus, alors ce qui est très drôle, c'est que quand t'es habitué à trader des stocks de tech, des trucs comme ça, t'as l'habitude d'avoir des produits financiers qui ont une forte volatilité. Moi, ce qui me termine de rire, c'est les. Alors, j'ai rien contre eux, hein, Si. non, c'est vrai, vraiment, j'ai rien contre eux, mes respects, c'est juste que c'est un autre monde, quoi. Mais genre, c'est les plateaux BFM Business avec 4 boomers rouges, tu vois, parce que genre, alors le CAC 40 a perdu 0,002%. On en parle avec Dominique. Dominique, oui, c'est vrai que ça a baissé un petit peu. tu vois. Et t'es là, genre, mais on s'en bat les couilles, on s'en branle. Vraiment, il se passe rien, quoi. Genre. Parce que alors, je regarde pour le coup plus sur la finance. J'adore Yahoo Finance. Ouais. Le matin avec un petit café, il répète toutes les 5 minutes la même chose sur Yahoo Finance et il ne parle que des dernières 24 heures. C'est un concept Ah oui, que je ne d'accord. comprends pas. On vit approximativement aujourd'hui, on a de la chance en tant qu'humain, ça s'est amélioré, on vit en moyenne 80-85 ans sur la planète et eux, ils se focus sur... Non mais quand même, parce que hier, avec les annonces qui ont été faites sur Nvidia, on perd moins 1% aujourd'hui, mais le marché va peut-être se reprendre demain. On découvre notre analyste qui a analysé la courbe des dernières 6 heures. Et là, depuis 6 heures, il est comme ça, avec les yeux comme ça, tu vois. Il est à 5 heures du mat à l'autre bout en Chine en train de répondre dans un anglais approximatif et il est en train de t'expliquer que peut-être ça va monter demain et t'es en mode mais sinon regarde juste peut-être ce qu'a envie de faire la boîte depuis 30 ans et peut-être que si tu crois au fait qu'elle va continuer à révolutionner le monde dans les 20 prochaines années, bah en fait on est bon, on n'a plus besoin d'émissions quoi, tu vois. C'est Mesdames- assez hallucinant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chiffre est plus petit aujourd'hui, mais C'est peut-être qu'il exactement sera ça. plus grand dans 2 heures. C'est exactement ça. Vous êtes au courant. Dominique, Alors vous allez me dire à vous. pourquoi je regarde parce Oui. que le seul moment intéressant du coup, c'est quand il faut intervenir les CEO qui commencent tous par dire je pense qu'il faudrait regarder au-delà des dernières 48 heures. Aujourd'hui, ce que défend la boîte et les ressources qu'on a mis, les objectifs que nous avons à 6 mois et à 1 an. Mais tu vois, Et là, tout de suite, c'est intéressant. et je sais pas ce que t'en penses, toi, parce que t'es peut-être de nous trois celui qui est un peu plus éloigné de tout ça, mais ma grosse critique des émissions financières, c'est que justement, t'as l'impression qu'ils parlent à des traders intraday, alors que eux ont d'autres sources d'informations, ils sont sur Bloomberg toute la journée, ils en ont rien à foutre, tu vois, alors que les gens du quotidien qui regardent ces émissions-là, les infos de ce qui se passe dans les dernières 24 heures, ça n'a aucune forme d'intérêt. Mais vraiment, enfin... Ah mais pourtant, les gens, ils sont contents. Parfois, parfois je vais avoir mon père qui m'appelle et qui me dit t'as vu, le Bitcoin a un peu baissé maintenant. Rien à foutre. D'accord. Et quand il a augmenté hier, tu m'as pas appelé. Oui, c'est vrai. Ben voilà. Mais en fait, c'est T'as juste que, d'autres infos c'est juste que du coup, t'es pris dans un espèce de rythme médiatique du genre Exactement. et c'est un divertissement, mais ça n'a en soi, aucune valeur ajoutée sur alors que tu j'en fais sais une émission d'1h30 sur Nvidia, c'est quoi leur plan sur 30 ans, sur machin, avec des experts, des trucs. Là, Mais t'as un en fait, vrai ce qui intérêt, tu vois. m'attriste le plus, c'est que les gens qui y réagissent ne savent même pas. Pour le coup, je lui dis, explique-moi ce qu'est le Bitcoin. C'est un peu une monnaie numérique là.
Voilà. Bah, en fait, au lieu d'apprendre que le Bitcoin a perdu 2% hier, t'aurais juste dû passer 3 minutes à regarder une vidéo sur tiens, c'est quoi la technologie Bitcoin? Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, mais au moins, informe-toi. Bah, c'est exactement pour ça que je me bats moi dans les contenus. Tu vois, quand les gens me disent oui, tu parles un peu moins de tech ou un peu plus de business, mais parce qu'en fait, j'ai pas envie de juste savoir quelle est la fonctionnalité de l'iPhone sur le 17. Elle sera différente sur le 18, on s'en fout. Moi, je veux comprendre, pour le coup, les chiffres, peut-être le marché international d'Apple, la vision dans la santé. Est-ce que les AirPods demain vont pouvoir peut-être nous permettre d'avoir de la traduction en temps réel dans plusieurs langues? Est-ce que ils vont où? C'est quoi les prochains marchés à acquérir pour Apple? En fait, et tout de suite, c'est vachement passionnant, je trouve. C'est un peu un métier d'analyste, vraiment, en fait. Ouais, pour le mais coup. en partant du produit, en disant tiens, les AirPods aujourd'hui ont fait écrouler le marché des audioprothésistes, je crois que ça s'appelle comme ça aux États-Unis, puisque maintenant les AirPods Pro permettent aux personnes un peu malentendantes de mieux entendre, d'avoir une augmentation du coup de la voix avec une réduction de bruit actif et tout ça. Donc il y a plein de seniors aux États-Unis qui n'ont plus à payer cette arnaque de fou des 3, 4, 5 000 $ de pauvres microphones de merde en plastique dans les oreilles qui te disent que soi-disant c'est un sonotone et que c'est magique et qu'il faut absolument que ça soit ça. Apple est arrivé en disant non mais frérot, pour 300 $ en fait on fait 10 fois mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait on a des millions de clients qui sont connectés et sur lesquels on analyse en fait la data. Et je trouve ça passionnant. Et puis en plus socialement parlant, c'est beaucoup mieux d'avoir des AirPods qu'avoir de gros machins et tout, donc ça passe mieux. Donc peut-être que le seul conseil en investissement, c'est ne regardez pas ne regardez pas de la finance et c'est intéressez-vous juste aux boîtes et aux missions qu'elles défendent. Je pense que tu vas vouloir couper et changer l'intro de cette phrase. Non, parce que c'est pas un conseil en investissement, c'est un conseil en connaissance. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est ça. Tenez-moi la main, on va répéter tous ensemble le catéchisme. Ah, vas-y. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte totale ou partielle en capital. En cas de doute, conseillez un conseiller financier. Contactez un conseiller. In nomine sancti. On pourrait les conseiller, les conseillers financiers, honnêtement. Non, pas commencer à nous mettre dans la sauce. Ça suffit. Non, mais prenez des trucs d'assurance vie à 14% de frais, c'est très bien. J'espère qu'on s'est posé un peu plus de questions qu'hier et qu'on sera moins con que la veille, voilà. C'est intéressant. C'est vrai. Henri a gagné 8 abonnés depuis le début. C'est fou, donc, ça. C'est fou de regarder ça, ses abonnés en live. Non, mais j'ai mes stats YouTube en général, je regarde. Génial. Les abonnés augmentent. Abonnez-vous à Speakeasy aussi pour que sur YouTube, Henri puisse regarder le compteur et ça. Non, mais en vrai, les gars, attendez, on se fixe un objectif, mais on se dit, si on arrive à renvoyer Henri et moi en un an 50 000 abonnés chacun, on peut avoir peut-être le cadre des 100 000. Moi, je veux le cadre des 100 000. Attends, je me connecte à la chaîne Speakeasy parce que j'ai l'accès maintenant. Mais on n'a rien uploadé à date où on... 2780 abonnés. 2780 abonnés. C'est le début pour la chaîne YouTube. Et on en a perdu 4 dans les 28 derniers jours. C'est un scandale. Donc abonnez-vous. On va retrouver le nom des gens d'ailleurs. Voilà, on va les retrouver bien sûr. On va les retrouver. 4 abonnés perdus hier. Que seront-ils demain? La chaîne Speakeasy. Nous allons faire intervenir un analyste en podcast. Alors je pense que nous n'avons pas vu de forte croissance récente. Attends, mais là tu prendrais un analyste random machin. Il prendrait les chiffres là et dirait ça va nulle part. Alors qu'en vrai, oui. Bah sinon c'est juste j'ai pas eu de vidéo. Ah bah oui, maintenant que vous le dites. C'est comme on va. Et ben voilà. Oh là là. Merci. À très bientôt. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur YouTube et sur toutes les plateformes. C'était Speakeasy by Influx. Salut. Au revoir.